Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc ravie d'être avec vous, bien qu'un petit peu en retard pour cette matinée technique. Comme le disait Pauline précédemment, moi je vais revenir sur les enjeux de la lutte contre la pollution plastique et ce que peuvent faire les collectivités locales pour lutter contre ce problème et plus précisément donc sur les aspects de la commande publique et de la restauration collective plus particulièrement. Donc pour vous dire quelques mots d'introduction sur le WWF France, vous nous connaissez sans doute pour nos activités en lien avec la conservation, la vie sauvage. Nous travaillons également sur les écosystèmes dans les océans, sur l'alimentation, les forêts, le climat et l'énergie. Ce sont nos 5 grands champs d'action. Et nos leviers d'action sont assez classiquement pour une ONG d'influencer les pouvoirs publics, de transformer les marchés, également on travaille avec les entreprises, d'engager les institutions financières, puisque ce sont des leviers évidemment du changement très importants, et de conserver le capital naturel pour remettre vraiment la nature au centre de nos réflexions et de notre économie. Le WWF France, c'est un peu plus de 100 salariés sur 5 sites, 3 en France métropolitaine, 1 en Nouvelle-Calédonie et 1 en Guyane. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un peu plus de 1000 bénévoles pour mener nos actions. Alors, sur le sujet de la pollution plastique particulièrement, nous avons lancé en 2019 une campagne internationale de lutte contre la pollution plastique qui nous a beaucoup mobilisés la première année pour la publication d'un certain nombre de rapports dont vous voyez les couvertures ici. Notre objectif dans le cadre de cette campagne, c'était d'alerter sur ce problème majeur qu'est la pollution plastique. C'est un problème environnemental, bien sûr, majeur, avec un impact sur les écosystèmes très, très important, sur la faune. On a tous en tête les photos des animaux enchevêtrés dans les plastiques dans les océans. Mais le plastique, ça va bien au-delà de ça, malheureusement, puisqu'il est partout. Et donc, il y a également des impacts sanitaire. On a assez peu développé le sujet, nous, bien sûr, puisque ce n'est pas forcément notre rôle en tant qu'ONG environnementale, mais on a pu évoquer le sujet. Ça a également un impact économique, ce qu'on a pu mettre en évidence dans le rapport Stockholm-Torrent Plastique que vous voyez en bas à gauche, et le rapport beaucoup plus récemment qui présente le fait que la pollution plastique a un coût 10 fois supérieur au prix de la matière plastique vierge. Un coût 10 fois supérieur pour la société dans son ensemble, de par les impacts environnementaux auxquels il faut pallier, et les collectivités jouent un grand rôle sur cet aspect-là, par notamment les actions relevant de ses compétences de gestion des déchets, de gestion des eaux. Un impact également sanitaire, j'y reviendrai juste après, et qui pour l'instant est assez difficile à quantifier en termes de coûts, et même difficile à évaluer précisément en termes d'impact simplement sur la santé, même si les documentations sur le sujet ne cessent d'augmenter. Et un rapport également sur le plastique, donc ça n'emballe plus, dans lequel on a essayé de mettre en évidence un certain nombre d'alternatives aux contenants, aux emballages plastiques existants qui sont bien souvent à usage unique. Et enfin, ce que vous voyez sur la droite, c'est une pétition. Là, on a passé les 2 millions de signataires. C'est un grand soutien. Donc, une pétition pour demander à ce qu'un traité international contraignant sur les plastiques soit instauré de façon à ce que tous les gouvernements puissent ensuite s'appuyer dessus pour mettre en place des réglementations contraignantes qui permettent d'avoir un impact réel sur la réduction de la pollution plastique. Et en amont, bien sûr, on va y revenir juste après. Alors, si vous devez retenir une chose, je pense, de nos rapports, dans le rapport pollution plastique, à qui la faute? Oui, je vois les chats. Vous aurez la présentation et vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien sur la page précédente pour accéder à la page avec notamment la pétition et les rapports. Merci. Merci d'avance. Donc, la pollution plastique, quelle est son origine? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on consomme massivement et de plus en plus vite des plastiques. Il est absolument dans énormément d'usages. Et donc, on a cette courbe de consommation des plastiques qui ne fait que monter depuis les années 50, tout début de l'usage des plastiques, et qui, si on ne fait rien, pourrait nous amener à augmenter de 40%
d'ici à 2030 encore notre consommation de plastique. Or, nos systèmes de gestion des déchets, de façon générale dans le monde, c'est aussi partiellement le cas en France, sont défaillants et n'arrivent pas à faire face à ces quantités faramineuses de plastique. Donc, l'enjeu face à ça, c'est finalement d'infléchir cette courbe. Et pour ça, donc, il faut bien avoir à l'esprit que la solution, ça va être d'abord la réduction à la source. Ça ne peut pas être de nettoyer la nature, ça ne peut pas être d'essayer de résorber la pollution plastique existante que l'on constate, sachant également que le plastique est partout et qu'il se dégrade une fois dans les milieux, qu'il se disperse en particules qu'on appelle souvent les microplastiques, et que ça rend évidemment très très difficile le fait de capter ces plastiques. Donc on peut ramasser les macrodéchets, il faut le faire, ça ne peut pas être la solution. Pour vous partager quelques chiffres clés, je ne vais pas forcément les passer tous en revue, mais en France en tout cas, chaque année, on estime que ce sont 80 000 tonnes de plastique qui sont rejetées dans la nature. Et je parlais précédemment de l'impact économique de la pollution plastique. On a chiffré que pour l'économie bleue française, donc le tourisme sur les zones littorales, la pêche, les activités maritimes, c'est un manque à gagner de 73 millions d'euros par an. Et par ailleurs, un impact sanitaire, on avait alerté il y a 2 ans de ça sur le fait qu'en moyenne, un humain consommerait, ingérerait 5 grammes de plastique par semaine, notamment via l'alimentation du fait des contenants en plastique. Donc la solution, je le disais juste avant, c'est de changer en fait nos modèles de consommation pour réduire vraiment à la source cette consommation. Pour ça, il y a évidemment différents leviers et différents facteurs de succès. Le renforcement de la réglementation, Pauline a très bien présenté, c'est vraiment ce qui permet de mettre en mouvement. Donc, on a contribué aussi à des amendements sur la loi AGEC concrètement pour demander à ce qu'il y ait des contraintes imposées notamment aux donneurs d'ordre. Il faut l'engagement de chaque acteur. Le plastique est partout. C'est vraiment un matériau qui est omniprésent et donc que chacun utilise, achète, gère aussi quand il s'agit de déchets. Donc depuis la production jusqu'à la gestion des déchets en passant par la consommation, il faut vraiment que chacun s'implique, s'engage pour changer ses pratiques et permettre aussi évidemment l'émergence d'alternatives pour permettre enfin qu'on puisse bannir les plastiques à usage unique. J'y reviendrai juste après. Il faut une approche stratégique intégrée. Alors ça va pas être valable pour le citoyen lambda, mais c'est pour prendre un petit peu d'avance sur la suite. Quand on est une collectivité, quand on est même une entreprise d'ailleurs, quand on est un acteur qui veut changer sa consommation de plastique, son rapport au plastique, il faut vraiment avoir une approche stratégique parce que ça touche à beaucoup de domaines et notamment aux pratiques métiers. Donc ça va impliquer de la formation, ça va impliquer d'avoir un regard critique sur les solutions aussi qui nous seront présentées et on va y revenir donc après avec les intervenants. Comme vous pourrez le voir, il ne s'agit pas juste de substituer ou de bannir. C'est évidemment malheureusement plus compliqué que ça, comme sur de nombreux sujets de la transition écologique. Il s'agit de faire une transition, donc ça implique de nombreux changements et une certaine complexité qu'il faut pouvoir comment dire accepter, si je puis dire, et il y a des solutions. Donc nous, on essaye d'apporter justement des éléments pour soutenir les collectivités dans cette démarche-là. J'y reviendrai juste après. La réduction à la source, j'en ai déjà parlé. Le développement des alternatives également, puisque bien entendu, on pourrait imaginer qu'il y ait des injonctions sans solution en face, notamment aux citoyens à qui qu'on invite vraiment très vivement de plus en plus à changer leur mode de consommation. Et donc, pour ce faire, il faut de façon beaucoup plus générale un accompagnement au changement. C'est valable pour les citoyens, dans les messages de sensibilisation, etc. Il faut aussi apporter des solutions en face très concrètes, faire émerger, faire connaître ces solutions. Il faut également, quand il s'agit des pratiques professionnelles, bien sûr, de la formation, penser en termes d'ergonomie dans les cuisines. Il faut évidemment penser à la façon dont les personnels vont vivre ces changements, dont ils vont s'approprier ce sujet et dont ils vont pouvoir le porter
pour que les objectifs soient atteints et aussi pour que ça les impacte pas. Hein. C'est une notion aussi de transition juste, comme dans toute transition écologique, il faut aussi réussir à tenir compte de cette dimension sociale dans les changements. Alors, un focus sur les produits plastiques à usage unique. Je le disais, il faudrait les bannir. C'était le sens de la directive Single Use Plastic. Pourquoi on fait un focus sur ces produits-là? Il y a parfois des personnes qui peuvent se dire que c'est anecdotique, c'est un type de plastique parmi d'autres. Vous les voyez ici représentés, c'est adapté du bilan des initiatives océanes de Surfrider, la fondation Surfrider. On y a rajouté, quand on l'a adapté, c'était en 2020, les déchets médicaux, les masques, les gants, les contenants qui apparaissaient malheureusement dans les déchets diffus ramassés par les communes. Vous voyez qu'il y a une majorité d'emballages, de contenants alimentaires, les bouteilles, bouchons, les emballages de snacks, la vaisselle jetable bien sûr. Alors, ces produits-là sont à bannir en priorité parce que ce sont les plus souvent retrouvés parmi les déchets diffus. C'est ce que fait la Fondation Surfrider. Ils organisent des collectes et caractérisent les déchets. Et c'est grâce à eux qu'on peut savoir la proportion de plastique et de tel ou tel type de produit ramassés dans le cadre de ces collectes, grâce à ce protocole qu'ils ont mis en place et qu'ils invitent largement à utiliser. Mais aussi et surtout parce que ce sont les principaux moteurs de la consommation et de la production de déchets. Donc si vous vous souvenez de la courbe qu'on a vue juste avant, avec l'objectif vraiment d'infléchir cette courbe de la consommation, en fait, on sait que si on bannit réellement les produits plastiques à usage unique, on va réussir à infléchir cette courbe. Et c'est un passage obligé, en fait, pour ce faire. D'où les efforts qui, parfois on peut prêter à sourire quand on a vu qu'on bannissait les pailles, par exemple, ou les cotons-tiges, mais en réalité, ça a beaucoup de vertus parce que aussi, ça permet ça va avec une certaine symbolique et tout le monde maintenant a bien en tête ce que c'est qu'un plastique à usage unique et l'identifie comme étant quelque chose qui devrait idéalement pas exister, en tout cas beaucoup de gens, et ça va nous amener à réfléchir à, si on sort de l'usage unique, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Donc, c'est vraiment un levier de changement également que de focaliser sur ce sujet spécifique. Alors, notre message aux collectivités pour en venir donc à ce que le WWF, dans le cadre de la campagne de lutte contre la pollution plastique, fait vis-à-vis des collectivités pour justement les engager, les accompagner dans ces actions de lutte contre la pollution plastique. Notre message, pour le résumer, c'est que les collectivités peuvent et doivent agir contre la pollution plastique. Donc, pour ce faire, pour les convaincre de ça, on a publié un guide qui s'appelle Territoire zéro pollution plastique, dans lequel on a réfléchi on a partagé un certain nombre de recommandations d'actions. On a également mis en évidence un certain nombre de ressources et d'acteurs qui sont en capacité d'inspirer l'action des collectivités. Et on s'est évidemment attaché à mettre en évidence les leviers d'action dont disposent les collectivités. Elles sont gestionnaires, elles sont donneuses d'ordre, elles sont acheteuses. Elles peuvent aussi, sur un niveau plus politique peut-être, être représentantes d'intérêt pour le territoire qu'elles administrent, pour son environnement, pour préserver son environnement, puis pour les populations également, si on pense notamment à l'aspect sanitaire ou à l'enjeu sanitaire qu'il y a derrière les plastiques. Et nous sommes convaincus que les collectivités ont une responsabilité majeure pour préserver l'environnement et la santé des populations de leur territoire. C'est notamment la raison pour laquelle elles ont les compétences de gestion des déchets, de préservation des milieux aquatiques, etc. Et que, au travers de ces compétences, elles sont tout à fait légitimes. Non seulement elles sont bien sûr légitimes à être exemplaires, mais enfin, surtout, elles sont légitimes à aller engager les acteurs du territoire. Et pas uniquement les citoyens, mais aussi les acteurs économiques. Et quand on réfléchit en termes de commande publique, par exemple, les fournisseurs, pour faire émerger des alternatives, en disant notamment, la réglementation nous oblige à, on a vraiment besoin de vous parce que c'est nous qui sommes finalement comptables de ce qui sera fait, par exemple, dans nos cuisines. On a besoin que vous mettiez au point des solutions qu'on expérimente ensemble et qu'on avance simplement pour déjà respecter la loi, mais même au-delà de ça, pour vraiment engager une transition vers un modèle de sortie du tout jetable. Et c'est une porte d'entrée que lutter contre la pollution plastique ou le jetable dans les cuisines. Pour rédiger ce guide, une vue d'ensemble des personnes, des acteurs que nous avons consultés. Vous voyez notamment qu'il y a Agores, qui est Fédération professionnelle de la restauration collective, la restauration territoriale, pardon. Et
l'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir un guide qui soit très pratique, d'éviter vraiment le yaka faucon, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, quand on veut motiver les acteurs, il faut évidemment être capable de les convaincre, de leur apporter des recommandations qui soient réalistes, qui soient pragmatiques. Donc on a souhaité on a passé finalement un peu le test de relecture par tous ces acteurs pour s'assurer aussi que la façon dont on a structuré les choses faisait sens. Et ça nous a amené à finalement proposer 6 axes stratégiques pour permettre aux collectivités donc d'activer tous les leviers dont elles disposent. Donc, comme vous le voyez, ces axes-là, ils s'inscrivent sur un axe global qui va de la réduction à la source de la consommation de plastique, qui est vraiment la priorité, vers la gestion en aval des flux plastiques existants, puisqu'on est réaliste, on sait bien qu'on ne pourra pas bannir tous les plastiques, même s'il y avait un plan d'action idéal et mis en œuvre parfaitement. Donc, l'enjeu, ça va être, grâce à cette entrée par objectif, chaque axe constitue un objectif, finalement d'intégrer, d'avoir une structure de plan d'action qui permet d'intégrer à la fois dans chaque axe à la fois des actions spécifiques à la collectivité qui relèvent de l'exemplarité et des actions que pourront s'approprier, des objectifs que pourront s'approprier aussi d'autres acteurs du territoire qui permettront du coup d'avoir un horizon commun pour tout le monde. Et ça, c'est un élément pour la transition écologique, quel que soit le sujet, qui est vraiment important, c'est de donner un cap. Finalement, c'est le rôle de la collectivité que de donner un cap et d'ouvrir la voie par cette action d'exemplarité. Et le premier des axes, bien évidemment, c'est de réduire la consommation de produits plastiques à usage unique dans sa propre commande publique. Et c'est cet axe-là qui inclut la restauration collective. Et comme vous le voyez, ça, ce sont des illustrations issues directement du guide. C'est la restauration collective scolaire que nous avons choisie comme illustration, puisqu'elle est évidemment emblématique et elle renvoie au-delà des impacts environnementaux évités grâce à la sortie du tout jetable et du plastique à la préservation de la santé aussi des populations. Et dans ce guide, on s'est aussi attaché à présenter les différentes zones d'action sur des territoires sur lesquels peuvent agir les collectivités. Il s'agira autant de zones, d'espaces et d'activités qui sont potentiellement des sources de rejet plastique que des activités et des espaces qui sont potentiellement impactés par la pollution plastique. Et parfois, c'est les deux. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce que le biais, ce serait un peu de se dire, bon, bah, nous, on n'est pas source de rejet, il n'y a pas de déchets diffus autour de nos sites, donc on ne contribue pas à la pollution plastique. Or, il y a la pollution sur l'aspect sanitaire, hein, mais ça ne nous aura pas échappé puisque dans les cantines, c'est évidemment un sujet, c'est par là, c'est par ce sujet des perturbateurs endocriniens notamment, que sont rentrés bien souvent les acteurs sur ce sujet de la sortie du tout jetable et des plastiques. Il faut aussi avoir en tête l'impact sur les activités et les espaces en écho de ce que je disais précédemment sur l'impact économique. Il y a un impact de la pollution plastique sur les activités et les espaces, qu'ils aient eux-mêmes, ces espaces, contribué ou non à la pollution. Comme je le disais, le plastique se dégrade, se disperse et donc il est très fréquent que finalement la pollution plastique qui impacte un lieu n'ait pas été produite, générée à cet endroit-là, mais vienne d'ailleurs parce que les vents, parce que les courants, parce qu'on est sur un bassin versant, etc. Et donc il y a aussi toute une logique il faut réussir à avoir la vue d'ensemble et c'est l'intérêt de cette sorte de digression au sein de cette matinée technique restauration collective, c'est de vous inviter finalement à resituer les expérimentations, les efforts que vous pourrez mener vous-même dans vos cantines, cuisines centrales, sur le portage de repas à domicile, etc. Et avoir bien en tête que ça participe d'un mouvement global vers la sortie du tout jetable, vers le zéro plastique, en fonction du portage politique évidemment sur vos communes, mais en tout cas, ce serait idéalement vers ça qu'il faudrait tendre. Et moi, je ne peux que vous inviter à identifier si le sujet de la sortie, par exemple, du tout jetable ou de la lutte contre la pollution plastique est déjà porté au sein du territoire par les communes, par l'intercommunalité, parce que ça peut vraiment aider pour un narratif global, notamment vis-à-vis des usagers, de faire du lien voilà, entre les différents objectifs que se serait donné la collectivité
par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup de collectivités, par exemple, qui sont signataires de la charte Fleuve sans plastique ou qui sont engagées à nos côtés. On a 7 collectivités actuellement engagées à nos côtés, WWF, pour élaborer un plan d'action de lutte contre la pollution plastique. On les accompagne dans cette démarche-là sur base du guide et d'autres outils qu'on a développés. Donc, voilà, je ne veux pas être trop longue parce que je peux parler très longtemps. Bon, les bioplastiques, je vous partage ici, en fait, les alertes que nous avions mises dans le guide qui a été publié en septembre 2020, ça fait un an maintenant. Bon, Pauline y est revenue dans la loi AGEC, ça a été de toute façon relativement bien cadré, mais c'est important vraiment de garder en tête que, quelle que soit la réglementation, disons, il faut vraiment être vigilant en fait vis-à-vis des solutions, de ce qui sont présentés, de ce qui est présenté comme des solutions, à savoir les bioplastiques, parce que biosourcés, parce que biodégradables, parce que compostables. Ce sont des matériaux qui sont relativement récents. On n'a pas encore un recul suffisant pour savoir vraiment si on y gagne sur l'aspect environnemental, ni même sur l'aspect sanitaire. Il y a même de grandes chances qu'on ne gagne pas grand-chose sur l'aspect sanitaire souvent, puisque dans les plastiques, ce sont les additifs, les procédés de fabrication, etc., qui ont un impact. Et pour ce qui est évidemment de la gestion en fin de vie des déchets, je ne sais pas quelle connaissance vous en avez, mais pour vraiment résumer à gros traits, on sait que plus les consignes sont simples et cohérentes à l'échelle d'un territoire, et même idéalement à l'échelle de la France, et plus le geste de tri est facile à adopter pour les citoyens. Donc finalement, avoir des nouveaux produits dont on ne sait pas vraiment comment on est censé les trier parce que c'est du plastique, mais c'est compostable, etc., ça peut être réellement confusant, et donc ça peut faire reculer finalement ce qui, par ailleurs, est un point qui avance relativement bien grâce aux extensions de consignes de tri sur les plastiques ces dernières années qui sont en train de se mettre en place en France. Donc voilà, le bilan est vraiment pour l'instant appelle vraiment à la prudence sur les bioplastiques. Mais ça peut être malheureusement, on va dire, ça peut être des solutions intermédiaires. On parlait de la cellulose tout à l'heure. Il y a beaucoup de cantines qui se sont tournées vers ces solutions-là. Voilà, dans un premier temps du moins, et voilà, il faut aussi faire en fonction des solutions existantes, des alternatives existantes. On est aussi capable d'entendre ces... Voilà, merci. Et enfin, j'en finirai sur ça. Je suis navrée, je n'ai pas le compteur sous les yeux. Pauline, j'espère que je ne suis pas en retard. Tout va bien. Donc, merci Pauline. Donc, l'axe 1 que je vous présentais précédemment sur vraiment la commande publique contient 3 mesures, comme tous les axes. Et la mesure 2 de cet axe est spécifiquement dédiée à la restauration collective, pour passer à une restauration collective sans plastique, scolaire et au-delà. Vous l'aurez compris, donc je parle de ce qui est contenu dans le guide Territoire zéro pollution plastique. Et on a condensé vraiment beaucoup résumé en 4 actions clés, ce qui peut être fait pour passer à une restauration collective sans plastique, en s'inspirant grandement, et je tiens à le mentionner parce que c'était assez rare d'avoir des ressources à ce moment-là quand on a fait le guide, donc en 2019 pour une parution en 2020. On s'est beaucoup appuyé sur le travail du groupe de travail plastique d'Agores. Et donc voilà, c'est avec leur relecture qu'on a réussi à consolider ces 4 actions clés, qui sont donc de faire l'état des lieux des emballages plastiques dans la restauration collective et un inventaire réflexif des pratiques et usages associés. Ça, c'est vraiment l'état zéro pour savoir sur quelle base on commence. Intégrer dans le plan de maîtrise sanitaire les migrations chimiques des éléments nocifs présents dans les contenants plastiques. Alors là, l'idée, c'est de savoir à quoi spécifiquement on s'attaque. Je pense que parmi nos intervenants, certaines personnes pourront revenir plus aisément que moi, sans doute, sur les aspects très techniques de tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est un élément qui a été jugé incontournable. Lancer des expérimentations pour tester des alternatives aux produits plastiques à usage unique, et ça vous sera présenté juste après dans les interventions. Ces expérimentations, les enseignements qu'on peut en tirer à date, qui sont très précieuses, parce qu'en fait, on a besoin, comme dans tous les sujets de transition, de personnes qui ouvrent la voie et qui partagent leur retour technique et précis et surtout sincère sur ce qui fonctionne, mais aussi ce qui pourrait être amélioré.
Et enfin, d'informer les usagers sur la démarche entreprise. Alors ça, là on parlait des risques relatifs aux perturbateurs endocriniens et aux alternatives mises en œuvre par la collectivité. C'est un peu un facteur de succès général de toute transition, de tout accompagnement au changement, c'est de faire en sorte que les usagers soient partie prenante finalement du projet, même s'ils ne sont pas décisionnaires, même si finalement, par exemple, les contenants, la vaisselle changent, bon, bah, on ne va pas leur demander forcément d'agir différemment. Par contre, c'est important qu'ils soient informés et qu'ils comprennent ce qui se joue, qu'ils voient peut-être les efforts faits aussi, qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles il y a ces changements et que ça participe aussi, comme je le disais tout à l'heure, peut-être d'un narratif global de dire voilà, l'horizon il est de sortir du tout jetable ou il est de lutter contre la pollution plastique. C'est à ça qu'on contribue. Voilà, pour redonner un peu de sa dimension réelle finalement. Ce qui n'est pas forcément évident, je pense, en fonction de la façon dont les projets sont menés ou de l'échelle à laquelle ils se font. Mais c'est important pour que ça fasse une pièce de résonance finalement et que finalement d'un environnement à l'autre, du privé au professionnel, etc., les personnes voient que voilà, il y a le changement qui s'installe et qui se matérialise finalement par là des poubelles de tri, là un changement de la vaisselle jetable pour du réemploi, etc., etc. Et donc que c'est faisable. Parce qu'il faut aussi réussir à faire cette démonstration auprès des usagers et pas seulement auprès des personnes qui ont en charge de mettre en route cette transition très concrètement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions. Il y a eu quelques questions dans le chat, mais je vais juste en relayer une, parce qu'on a encore peut-être juste 2 minutes avant de passer la table ronde, mais juste relayer justement une question un peu sur comment, par rapport aux objectifs justement fixés et aux axes fixés, comment les collectivités peuvent-elles avancer? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des outils? Est-ce que côté WWF, vous avez aussi des propositions un peu plus concrètes sur ces aspects un peu d'indicateurs? Il y avait des questions sur les indicateurs beaucoup. Alors notre recommandation sur les indicateurs, on en a mis quelques guide pour inspirer autant que possible justement la réflexion aussi sur cette dimension-là. Bon, nous, en tant qu'ONG, c'est notre rôle. Hein, notre démarche est de constater qu'il y a un enjeu environnemental majeur, en l'occurrence sur la pollution plastique. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un impact réel des actions des acteurs, quels qu'ils soient, sur ce problème-là. Donc, on invite vraiment les collectivités à se doter d'indicateurs de mesures d'impact et pas uniquement de moyens et d'engagement. Les indicateurs de moyens, c'est nous avons financé à hauteur de 30 000 € tel projet. Voilà, nous avons investi tant, l'année prochaine nous mettrons pareil, etc. Ce qui est essentiel, évidemment, c'est pas suffisant. Les moyens, ça peut être aussi, nous avons mobilisé X personnes qui travaillent. Voilà. C'est également essentiel. La transition se fait pas avec uniquement des moyens financiers, se fait beaucoup avec des personnes impliquées, convaincues, voilà, qui prennent des risques, qui s'impliquent, qui essayent, qui échouent, qui acceptent. Enfin, voilà, tout ça est très humain. Une fois qu'on a parlé de moyens, on parle aussi souvent d'engagement. Souvent, on met des indicateurs sur, par exemple, le nombre de personnes qui ont participé à tel événement de sensibilisation, à tel atelier, etc. C'est évidemment important aussi parce que ça dit l'écho que trouvent les actions proposées par la collectivité auprès du grand public. C'est également important quand il s'agit de former, par exemple, les personnels, de voir le taux de participation, le taux de mise en pratique après de ce qui a été apporté comme nouvelles pratiques et autres. Mais c'est là encore pas suffisant parce que ce à quoi on fait face, pour le dire beaucoup plus directement, c'est qu'en fait, face à un problème comme la pollution plastique, on a tous une obligation de résultat et pas seulement de moyens. Et il faut vraiment réussir à se mettre dans cette posture-là, dans cette perspective-là, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour vraiment réduire la pollution plastique. Alors quand il s'agit de l'empreinte environnementale, finalement, ça va passer par la mesure très concrète de la pollution plastique constatée sur, par exemple, une zone témoin dans la durée. Et donc, il faudra voir si les actions mises en place, par exemple, sur tel quartier ont permis de réduire les déchets diffus de bouteilles, de contenants alimentaires, que sais-je. Quand il s'agit de cantines, ça se fait. Enfin, voilà, vous avez la maîtrise finalement, même si ça ne veut pas dire que c'est simple, mais vous avez la maîtrise sur les contenants. Donc, ça peut passer par
beaucoup plus des indicateurs de moyens, justement, de combien on a réussi à remplacer, où on en est dans la transition en termes de matériel, en termes de pratique, etc. Merci beaucoup, Caroline. Non, mais très bien. Merci pour cette présentation.